se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un update lecture. Je vais aujourd'hui vous parler de mes 4 dernières lectures. Des lectures assez, oui, assez bonnes, il faut le dire. De lectures dans l'univers un petit peu militaire, de lecture dans l'univers des backers. Et donc, c'est parti, on commence tout de suite. Je commence par vous parler de Rome, le tome 3 des Marked Men de Jay Cronover. Comme vous le savez, cette saga se passe dans le milieu des tatouages, même si cet univers-là n'est pas exploité à fond dans ce tome-là. On retrouve donc dans ce roman Rome, qui est le grand frère de Roule, le personnage principal du tome 1, et Cora qui travaille dans le salon de tatouage des Marked Men, comme elle accueille les clients et elle s'occupe aussi de toute la partie piercing. Cora est une jeune femme assez excentrique, je dois dire, que ça soit par son look, la couleur de ses cheveux ou ce genre de choses. Rome, lui, est militaire et donc il revient au début du tome 3, ou à la fin du tome 2 en tout cas, il revient de la guerre. Il a vécu des choses extrêmement difficiles lors de son dernier voyage. Il a perdu de très nombreux collègues. Il est un des seuls, pour ne pas dire le seul, à s'en être sorti. Et Rome, il revient vraiment perturbé. Il est déjà blessé physiquement, mais en plus, il est perturbé. Il fait énormément de cauchemars. Il dort très très mal. Il est aussi très très en colère, que ça soit vis-à-vis de ce qui s'est passé lors de sa dernière mission, mais aussi vis-à-vis de Rémi, le frère jumeau de Roule, qui est, et je ne spoil pas parce qu'on en parle dès le départ dans le tome 1, qui est décédé suite à un accident. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui fait que Rome, il est vraiment très en colère. On finissait le tome 2 où Rome et Cora faisaient connaissance, donc ils se rencontraient, et donc on reprend le tome 3 exactement au même endroit sur cette rencontre. Toute la bande en fait est à un barbecue pour fêter le 4 juillet si je ne me trompe pas, donc on retrouve toute cette bande de copains. Et Cora qui finalement en a marre de voir Rome toujours énervé, toujours... il fait la gueule en permanence, il est assez vindicatif vis-à-vis de son frère Roule, et du coup, Cora, elle va pleine de panache, vraiment lui rentrer dedans, elle lui renverse sa bière dessus, donc c'est assez costaud comme dispute. Rome va sortir de cette dispute très fâché, il va quitter la fête, mais il va vite se rendre compte qu'il a mal agi vis-à-vis de Cora. Il va aller lui présenter des excuses et Cora va se rendre compte qu'elle est finalement très attirée par Rome. Et donc une histoire va commencer entre ces deux-là. Et je dois dire, cette histoire elle commence hyper rapidement, mais tout le long du tome, rien ne leur est échappé. Franchement, c'est un tome plein de rebondissements. On n'a pas le temps de souffler, c'est vrai que c'est vraiment c'est condensé, c'est plein d'actions et on reprend pas son souffle très souvent. C'est encore pour moi un très chouette tome. Finalement, j'aime vraiment beaucoup cette saga. Ce tome-là, pour moi, est bien meilleur que Jet, le tome 2, que j'avais moyennement aimé. J'avais pas détesté non plus, mais bon, ce n'est pas non plus... Mais pour moi, pour le moment, le tome 1 reste mon préféré. On a deux personnages ici très très différents. Cora, elle est pétillante, elle est excentrique, elle est drôle aussi parce que finalement, elle n'a pas sa langue dans sa poche et parfois elle ferait peut-être mieux de réfléchir un petit peu avant de dire certaines choses. Elle a vécu une histoire douloureuse avec un homme
avant, enfin dans le passé. Et du coup, Cora, elle est à la recherche de l'homme parfait. Mais quand je dis parfait, c'est extrêmement parfait. Et du coup, cet homme parfait qu'elle recherche est loin d'être incarné par Rome, loin, loin, loin. Et du coup, il y a un passage assez rigolo où on voit en fait les attentes de Cora et finalement elle se rend compte que le côté parfait n'est finalement pas celui qu'on croit. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là, mais je pense que quand on est une jeune fille, on a des souhaits et des attentes vis-à-vis des hommes et que ce qu'on pourrait décrire comme un homme parfait n'est peut-être pas finalement la bonne définition. Rome, lui, est en colère en permanence. C'est vraiment quelque chose qui transparaît beaucoup dans ce tome-là. C'est vraiment présent. Il est revenu blessé de la guerre, vraiment physiquement, moralement. Il fait beaucoup, beaucoup de cauchemars. On sent toute, toute l'influence, tout l'impact et les conséquences de ce que les militaires peuvent vivre. On imagine, je pense, très bien qu'ils vivent, voient, survivent à des choses vraiment terribles. Et je trouve que dans ce roman, c'est assez bien transcrit. On arrive à voir comment, après tout, ça peut détruire des hommes de vivre des choses horribles et comment on peut parfois arriver à s'en sortir. Moi, Rome, je l'ai beaucoup aimé. Il fait vraiment le gros dur, le militaire assez bourru, avec un faciès assez pas très attirant, assez oui, qui amène, on va dire, une certaine retenue. Et finalement, quand il va se rendre compte des sentiments qu'il a pour Cora, qu'il va se rendre compte de tout ce qu'il ressent, de tout ce, oui, tout ce qu'il ressent et tout ce que Cora peut amener comme apaisement, ben, il se fissure. Et le côté gros dur, moi, qui se fissure, c'est vrai que ça me fait craquer. Et puis Rome, il les assume, ces sentiments-là, et moi, je trouve ça génial. On a aussi... je me souviens plus du prénom, mais Rome va faire la connaissance d'un ancien militaire dans un bar, qui est maintenant donc propriétaire d'un bar. Et je trouve la relation entre ces deux-là vraiment magnifique. Et on sent encore l'entraide que peuvent avoir deux ex-militaires quand ils se retrouvent. Et moi, j'ai kiffé, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc voilà, une très, très chouette lecture. J'ai très, très, très hâte de lire le tome 4 sur Nash. Le tome 3 se finit sur un truc de malade. Elle met vraiment bien en place l'histoire pour Nash, mais J. Cronover lâche une bombe à la fin du tome 3. Il y a beaucoup, beaucoup de lectrices qui ont fini la saga et qui limitent le tome 4 et leur tome préféré. Donc c'est vrai que j'en attends beaucoup. J'espère vraiment, vraiment ne pas être déçue. J'ai ensuite continué dans un univers militaire et cette fois un petit peu plus poussé. J'ai lu Légion, le tome 1 de Amélie. Et quelle lecture, c'est un véritable coup de cœur. Je lui ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict. C'est très très rare quand je mets cette note-là sur les romans. Quand c'est un roman que j'aime beaucoup, beaucoup, je mets 19 souvent, mais là j'ai mis 20 et voilà. On retrouve ici Ezra et Tristan. Ezra est une photographe, une globe-trotteuse, elle fait beaucoup de reportages pour des magazines et du coup elle est très souvent en voyage partout dans le monde. Elle vit en Corse, elle a un pied-à-terre en Corse et elle revient de manière plus ou moins régulière quand elle n'est pas en voyage. Lors d'un de ses retours, elle retrouve donc toute sa bande de copains, sa meilleure amie, ses amis, et ils se retrouvent donc tous dans un bar et de manière très... c'est assez fulgurant, je dois dire. Elle fait la connaissance de Tristan.
Tristan, lui, est légionnaire et Ezra est très très rapidement, voire pour ne pas dire immédiatement, attiré par Tristan. Et Ezra, c'est une jeune femme très libérée, très directe. Et du coup, bah, elle va très rapidement, enfin quasiment tout de suite, lui proposer d'aller chez elle. Elle lui dit qu'elle est attirée par lui et elle est assez directe dans ses propos, j'ai trouvé ça très rigolo. Bien évidemment, Tristan va accepter et leur relation commence à ce moment-là. C'est une histoire très différente de ce qu'on a l'habitude de lire. Pour moi, c'est pas une romance habituelle, c'est pas une relation habituelle et du fait que Tristan, il est légionnaire, il ne vit que pour la Légion, il ne voit qu'à travers la Légion. La Légion, c'est toute sa vie et finalement, ben, leur relation qui commence avec cette donnée importante fait que cette histoire est complètement différente de tout ce que j'ai pu lire et elle sort des sentiers battus. Ça a été une très très grosse claque, vraiment une très grosse claque, un énorme énorme coup de cœur. Quand le livre est sorti, Aurore en a fait une vidéo spéciale, je vous mettrai le lien sur cette vidéo en barre d'infos. Sa vidéo m'a extrêmement touchée. Aurore étant femme de militaire, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre qui lui ont parlé. Et quand j'ai vu cette vidéo, ouais, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment touchée par les propos d'Aurore. Et je pense que je savais que j'allais lire Légion. Et je pense que du coup, je l'ai abordé avec cette émotion que j'ai ressentie au moment de la vidéo d'Aurore. Et voilà, enfin, j'ai du mal à trouver mes mots, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais oui, je l'ai lu avec beaucoup d'émotion, également beaucoup d'admiration pour toutes ces femmes de militaires, et je trouve que c'est extrêmement bien décrit, détaillé dans ce roman. On sent vraiment le travail d'Amélie dans ce bouquin. Vous le dis à chaque fois parce que c'est quelque chose que je ressens à chaque fois, mais là ça a été extrêmement fort, que ça soit par rapport à Ezra, mais aussi par rapport à tout le quotidien de Tristan lors de ses missions légionnaires et waouh, voilà, enfin waouh, ça pourrait peut-être être le mot que j'ai ressenti. J'ai aimé nos deux personnages. J'ai aimé frémir avec eux. J'ai aimé souffrir avec eux. Je suis pas maso, hein, mais ça m'a vraiment emporté. La plume d'Amélie est toujours aussi réaliste, comme je vous le disais. Je pense, enfin, je le sais. Elle le dit à la fin de son roman. Elle a fait beaucoup de recherches et ça se ressent. Ça se ressent vraiment très très fort, je trouve. Il y a énormément de détails dans ce roman qui fait que c'est hyper réaliste, qu'on ne peut pas... c'est pas romancé, oui, c'est vraiment plein de détails. J'ai appris beaucoup beaucoup de choses sur la Légion. Et ouais, cette histoire m'a vraiment transportée. On a deux personnages, comment vous dire, que ça soit Ezra, pourtant parfois dans les romances, le personnage féminin, parfois ça m'agace, mais là pour moi on ne peut pas la détester. Elle est passionnée par son boulot, elle est passionnée par son histoire avec Tristan, elle adore son métier, elle est pétillante, elle est souriante, elle est positive. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement fort dans ce roman, c'est que elle est extrêmement positive. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes de militaires, et ça ce n'est que mon avis, hein, bien entendu, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes de militaires qui sont positives dans tout ce qu'elles abordent au quotidien. Et moi, je suis très très admirative de ça. Tristan, il est tout dans le contrôle. Je pense que c'est aussi normal du fait de son
métier. Enfin, je pense que beaucoup de militaires sont dans le contrôle, mais du coup, il est dans le contrôle dans ses paroles vis-à-vis d'Ezra et vis-à-vis des autres. Il est dans le contrôle vis-à-vis de ses émotions. Il y a une sacrée carapace autour de ce bonhomme et il se protège vraiment. Et je pense que quand on est légionnaire et qu'on voit ce que Tristan a dû voir, cette carapace, elle est nécessaire, sinon je pense qu'on s'écroule. Et oui, ce que je vous disais, leur histoire, elle est vraiment touchante. Ezra, elle n'avait pas décidé de tomber amoureuse d'un militaire et je pense que il y a des très belles citations dans ce roman où on tombe amoureux d'un homme, mais on tombe aussi amoureux, je pense, de la fonction. On doit vivre avec et on n'a pas le choix d'accepter les choses. Oui, on tombe amoureuse d'un homme et oui, on tombe amoureuse aussi de sa vie, de son métier, de ses passions. Je ne fais aucun parallèle, mais quand j'ai rencontré mon mari, il était déjà motard et il m'a dit il faut que tu m'acceptes avec la moto et jamais tu me demanderas d'arrêter la moto. C'est dans une toute autre mesure, on est bien d'accord, mais voilà, c'est quand on aime quelqu'un, on le prend aussi avec son univers, avec son métier, avec ses passions. Et je pense que quand une femme tombe amoureuse d'un militaire, elle tombe aussi amoureuse de l'armée. Elle n'a pas le choix si elle veut assez bien vivre au quotidien ce genre de choses. Donc voilà, c'est un vrai coup de cœur. Cette histoire m'a vraiment pris aux tripes. Des belles déclarations qui m'ont fait vraiment venir les larmes aux yeux. Et mon Dieu, cette fin, vivement le tome 2, vraiment vivement le tome 2. Et je ne peux que vous encourager à aller voir la vidéo d'horreur si vous ne l'avez pas vue, parce que moi, elle m'a vraiment pris aux tripes cette vidéo. Et je vous le disais, j'ai abordé cette lecture avec toute l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai regardé la vidéo d'horreur. Après cette lecture, j'ai eu envie de changer un petit peu d'univers, il faut l'avouer. Et je me suis tournée vers le tome 1 des Wild Dragons, l'antre du dragon de Chantal Fernando. Donc là, on est dans un univers de bikers. Mais je vous arrête tout de suite. C'est un univers de bikers light. Je m'explique. Je pense que si vous avez lu les Hades Hangmen et que vous n'avez pas aimé les Hades Hangmen, mon Dieu, je ne vous comprends pas toujours. Vous pourriez, à mon avis, aimer l'antre du dragon parce que tous les côtés vraiment sombres qui peuvent être exploités dans une saga de biker bien poussée, là c'est un petit peu plus léger. On retrouve ici Faye, qui est une jeune étudiante en droit. Faye sort depuis de nombreuses années avec son voisin. Elle le surprend un jour au lit avec une femme. Et du coup, elle ne cherche pas à comprendre. Elle décide de le quitter immédiatement et elle ne veut pas lui pardonner. Elle se sent trahie. Elle a le sentiment d'avoir été prise pour un imbécile. Elle se rend compte que finalement leur relation était basée déjà sur une certaine routine et du coup voilà, elle met fin à cette histoire immédiatement. Bien évidemment, elle met quelques jours à s'en remettre, elle pleure beaucoup, mais après quelques jours, elle rebondit et elle décide d'arrêter de se morfondre et elle décide de profiter. Donc elle sort un soir dans un bar et par hasard, elle va tomber sur Dex, qui est le frère de son ex-copain, sur lequel elle flash depuis qu'elle est gamine. Dex a toujours été un peu protecteur vis-à-vis de Faye quand ils étaient gamins. Il a 4 ou 5 ans de plus qu'elle. Il savait que à la maison pour Faye c'était pas toujours très rigolo et donc Dex était toujours là, pas super héros bien évidemment, mais voilà, en protection vis-à-vis d'elle. Et Faye, elle fait une chose stupide, mais très impulsivement, elle décide de coucher avec Dex. Elle fantasmait sur lui depuis tellement d'années que voilà, elle craque. Il est devenu
un motard assez sexy, très attirant. Il y a toujours cette attirance qu'elle avait depuis qu'elle est gamine. Ils vont passer la nuit ensemble, une nuit très torride qui va limite être révélatrice pour Faye. Et malgré l'utilisation du préservatif, Faye va tomber enceinte. Quand elle l'apprend au tout début de sa grossesse, elle décide de travailler, de mettre de l'argent de côté avant que sa famille ne l'apprenne. Elle sait pertinemment que quand elle va l'annoncer, ça va pas très bien se passer. Et en effet, quand ses parents l'apprennent, ils la foutent à la porte. Top, bravo. Elle prend donc la route. Elle passe plusieurs nuits dans différents hôtels, pas miteux, mais bon, pas très haut de gamme. Et Dex va la retrouver dans un de ces hôtels. Il a de son côté appris qu'elle était enceinte. Il ne comprend pas qu'elle ne lui a pas dit, elle ne comprend pas, il ne le supporte pas que Faye ne lui ait rien dit. Et il va l'emmener dans son club de moto. Dex est vice-président d'un club de moto, les Wine Dragons, qui sont loin d'être des enfants de cœur. C'est un club de motards. Il l'emmène donc dans son club de moto au sein des Wine Dragons et donc il va s'occuper d'elle. Et entre cette fille de bonne famille, on pourrait dire, et ce motard au sang chaud et à la personnalité bien trempée, la relation va s'installer avec du rebondissement. Là aussi, on n'a pas beaucoup respiré pendant la lecture. C'est une très belle histoire dans un monde de bikers. Comme je vous le disais, je pense que ceux qui n'ont par exemple pas aimé les Hades Sandman pourraient aimer cette histoire. L'univers est moins exploité, on est vraiment quand même sur la relation Dex-Faye pour comprendre un petit peu ce qui se passe. On a deux personnages très forts, vraiment. Faye, elle n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds et elle est assez radicale, assez féministe. Et du coup, avec cette personnalité-là, quand finalement elle arrive dans ce monde de bikers où normalement, on est d'accord, la femme ne devrait pas avoir trop le droit à la parole, bah Faye, elle s'en fout, elle y va. Et du coup, ça amène des situations assez drôles, assez cocasses, parce que je me souviens, il y a une scène qui me revient en tête quand Faye fait la connaissance du président des Wine Dragons. C'est assez, c'est assez rigolo. Elle se démonte pas et je pense qu'elle a raison. Hein. Ça, c'est mon côté un petit peu féministe qui parle, mais voilà, elle se démonte pas et c'est assez drôle. Elle est aussi curieuse. Elle se laisse pas, comment dire, elle se fixe pas sur les apparences qu'elle peut voir. Elle va finalement apprendre à connaître toute cette bande de motards. Elle va creuser un petit peu pour comprendre un petit peu leur personnalité. Et Dex, lui, alors oui, c'est le vice-président, oui, il fait le gros méchant, mais alors en fait, c'est un gros nounours le gars. J'ai trouvé ça très drôle. Ça amène là aussi des situations drôles quand il se retrouve avec Faye et que il y a d'autres membres du club qui arrivent. Moi, franchement, j'ai vraiment rigolé à certains passages. Voilà, c'est une très bonne lecture, une très bonne histoire. J'ajouterai juste un tout petit bémol, mais ça n'a rien à voir, c'est lié à la traduction, en particulier sur les dialogues. On a beaucoup les demandai-je, souriais-je, m'exclamai-je, répondis-je, dit-il, mais tout le long, sur tous les dialogues. Du coup, ça amène un petit peu une certaine lourdeur sur le texte. Ouais, moi j'ai trouvé ça un petit peu lourd par moment, mais ça n'enlève à rien l'histoire. Donc une très bonne lecture. J'ai très hâte de lire le tome 2 sur Arrow, Flèche en français, et je pense que vous ne devinerez jamais pourquoi il s'appelle Flèche. Vu ce qui se passe pour lui dans le tome 1,
Je pense que ce tome 2, ça va y aller. Limite, je pense que ça va être plus explosif que le tome 1. Donc voilà, une très très bonne lecture pour ce tome 1, donc L'Antre du Dragon de Chantal Fernand. On est arrivé ensuite le jour de la sortie du tome 3 des Hades Hangmen et je me suis dit tant pis je reste dans le monde des bikers mais j'attendais tellement ce tome 3 que je me suis littéralement jetée dessus et que je l'ai littéralement dévoré. Il se trouve, sans qu'on l'ait décidé avant, qu'on l'a lu en lecture commune avec Candy Shy. Yes, on y est arrivé ma Candy Shy. Et du coup, bah voilà, c'était assez rigolo de discuter des chapitres qu'on venait de lire. Il y a eu un moment où j'ai lu 2 chapitres et j'ai dit à Candy Shy, aïe aïe, va voir quand tu vas être là. Et ouais, moi j'ai trouvé ça sympa. J'aime bien partager parfois mes lectures avec les copines. Et donc voilà, là j'ai trouvé ça très chouette. J'attendais vraiment beaucoup ce tome 3 qui est sur Flame, ce psychopathe qu'on apprend à découvrir dans le tome 1 et le tome 2. Donc ici donc on est autour de Flame et Maddie. Maddie est une des filles qui s'est enfuie de la secte avec Mae et Lila. Donc Mae du tome 1, Lila du tome 2 et donc là Maddie dans le tome 3. À la fin du tome 2, il se passe quelque chose vraiment de terrible pour Flame et Maddie et du coup j'attendais vraiment ce tome 3. Que dire de ce tome 3 avec un personnage aussi torturé que Flame. Je réfléchis, mais je crois que c'est un des personnages les plus torturés que j'ai pu lire. Un des personnages les plus sombres que j'ai pu lire. Et j'avais vraiment hâte d'apprendre à mieux le connaître. Dans ce tome 3, on apprend pourquoi Flame est comme ça, ce qu'il a vécu, ce qu'il est, pourquoi il s'auto-mutile, pourquoi on ne peut pas le toucher. Flame, c'est quelqu'un qui a en permanence un couteau dans la main et qui il se coupe, il s'auto-mutile, il se fait saigner en permanence, tout le temps. Personne ne peut le toucher et donc on apprend tout doucement dans ce tome 3 pour quelle raison, pourquoi. Et cette histoire entre Maddie qui arrive à toucher déjà dans le sens émotionnel Flame. Dès le départ, dès qu'ils se sont vus, il se passe quelque chose. Flame fait quelque chose entre guillemets pour Maddie à la fin du tome 1 et quelque part ça les unit tous les deux. Et Maddie, elle a peur des hommes en général, elle a peur quand elle arrive au sein des Hades Hangmen, elle a peur de tous ces hommes. Le seul qui arrive à ne pas lui faire peur, c'est Flame, alors que c'est peut-être le plus sombre et le plus torturé de tous les Hades. Et du coup, elle arrive à... Flame a littéralement été touchée par Maddie, par cette jeune femme terrorisée et complètement perturbée. Et quand, dans ce tome 3, ils se rapprochent tous les deux, c'est juste merveilleux. C'est là aussi un très très gros coup de cœur. J'ai été complètement bouleversée par cette histoire. C'est une histoire d'amour magnifique qui prend énormément de temps, comme je les aime, qui est extrêmement intense du fait que Flame ne peut pas être touchée. Forcément, du coup, le moindre rapprochement quel qu'il soit entre eux, c'est décuplé et c'est extrêmement bien écrit dans ce roman et on le ressent. Et ça, moi, ça m'a complètement transportée. Et finalement, Maddie, qui apparaît peut-être la plus faible des trois entre Mae, Lila et elle, on se rend compte finalement qu'elle a une force et une volonté incroyable, cette jeune femme, et elle m'a vraiment, vraiment touchée.
Dans ce tome 3, l'univers des bikers est quand même moins exploité que dans le tome 1 et dans le tome 2. On est vraiment quand même plus centré sur l'histoire entre Maddie et Flame. On a quand même un petit peu le thème, le sujet de la secte qui est abordé. On a par moment le point de vue de K1 dans ce roman. Et je pense que l'auteur prépare tout doucement le tome 4. Et moi j'ai bien aimé la façon dont ça a été distillé dans ce tome 3. On est quand même, attention, toujours dans... C'est très très sombre. Ce roman est vraiment très sombre, très très violent. Il faut s'accrocher quand même. On a des sujets très difficiles qui sont abordés comme la pédophilie, la violence, l'inceste, le meurtre, l'automutilation aussi, parce que dans ce roman, vu qu'on a quand même le point de vue de Flame et le point de vue de Maddie, mais on est dans sa tête, donc quand il parle de l'automutilation et de ce qui se fait, c'est assez dur. On a vraiment des scènes très très dures. Ça m'a vraiment mis la chair de poule par certains moments. Et j'ai été transportée par cette histoire. Pour moi, c'est un tome 3 gigantesque. Je ne peux pas dire d'autres mots. Il est sans doute gigantesque du fait de Flame, de la personnalité qui est installée dès le départ, dès le début de la saga. Et du coup, ce tome 3, on l'attend. Et moi, j'ai vraiment pas été déçue. Flame est vraiment un personnage extrêmement torturé. Il y a un boulot énorme qui a été fait par l'auteur autour de ce personnage. Et j'en suis... c'est vraiment un roman, un tome très très fort que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Ça en est tout pour mes lectures passées. Je suis en pleine lecture d'un service presse. Je suis en train de lire Dark Skies de F.V. Estier, que je vous parlerai très prochainement sur la chaîne. Je veux juste vous dire 2 mots. Il fait chaud. C'est un roman, une histoire érotique, et c'est vraiment érotique. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. J'ai hâte de vous parler de ce roman. Je vous souhaite de très très belles lectures, un très très bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!